On peut commencer pour 15 minutes jusqu'au moment que l'autre va arriver pour mon PC. Mais bon. Donc, statistiques appliquées à l'environnement, c'est le titre, mais bon, c'est surtout la statistique appliquée à n'importe quoi. Donc, on va commencer par introduire un peu ou quelques concepts de base, définir les notions de stat, tout basique. Donc le mot statistique même, il y a 3 significations pour le mot statistique. Tout compte fait, ça pourrait être les données. Donc les statistiques sont les données qu'on recueille, donc des données numériques qui sont relatives à une certaine population, et on va définir population, caractéristiques et tout ça plus tard. Par exemple, la taille des poissons d'un lac, le taux de chômage, la taille des personnes, le poids, n'importe quoi. Donc les statistiques comme ça sont des données numériques. On va les appeler les données dans le cours pour éviter toute confusion. Il y a la statistique comme science, donc le cours que nous allons apprendre ici. Donc la discipline mathématique par laquelle on étudie la collection, l'analyse, l'interprétation et la présentation des données. Donc on a les données, les statistiques, les données, on va les mettre dans un tableau, on va analyser le tableau, on va voir comment on peut représenter ces données d'une manière graphique, comment on sait les résumer dans quelques valeurs numériques qui donnent des caractéristiques des données comme la tendance centrale, la dispersion ou la forme de la distribution. Et troisièmement, une statistique est aussi une valeur qui est liée à une caractéristique. Donc une valeur qui va décrire l'échantillon qu'on a pris, qui est lié à un certain paramètre, comme la taille moyenne, mais pas la taille moyenne pour toutes les poissons, mais la taille moyenne de l'échantillon qu'on va prendre. Donc statistique, la première partie on va appeler les données, deuxième c'est la statistique comme science globale, et si moi je parle d'une statistique, ce sera l'équivalent d'un paramètre dans la population, mais dans un échantillon. Donc on aura les données. Je vais mettre là. Donc les données, c'est simplement ce qu'on observe, qu'on mesure, ce qu'on va collecter pour analyser. Donc les observations relatives à un sujet qui ont été collectées par rapport à une ou plusieurs caractéristiques d'intérêt. Les caractéristiques, de nouveau, on va le définir plus tard. Mais donc, pour être capable de dire quelque chose sur une population, donc la statistique veut toujours dire, ou veut toujours avoir ou obtenir de l'information sur la population totale. Pour faire ça, on va collecter un échantillon, parce que tout ça vient, et l'échantillon, il y aura des observations ou des mesures dedans qui vont faire les données que nous avons. Donc, la taille, le sexe, l'âge, le poids, l'université du bachelier sont toutes des questions qu'on pourrait poser dans ce cas à vous, à des étudiants. Et ça va me donner des valeurs réelles. Donc, j'aurai une taille par personne, j'aurai le sexe par personne, j'aurai vraiment une valeur qui est associée à un certain individu. Donc, pour les données, on va l'appeler ou on va le noter avec des petites lettres, souvent X, Y, Z, et on aura des données par personne. Donc si je vais demander de l'information à N personnes ou N individus, j'aurai N données, X1 jusqu'à Xn. Donc j'aurai la taille pour la première personne, j'aurai la taille pour la deuxième personne, la taille pour la troisième, la taille pour la Nième personne. Donc les données d'une côté, les variables de l'autre côté. Donc là, c'est un peu opposé aux données. Tu as la variable. La variable, c'est la caractéristique qui nous intéresse, ou une des caractéristiques qui nous intéresse. Les exemples sont les mêmes, donc ce sont exactement les mêmes exemples que j'ai mis là pour les données, mais la différence ici,
c'est une caractéristique de la population qu'on veut étudier et qu'on veut trouver quelque chose là-dessus dans la donnée. Donc une variable, on va le noter avec une lettre majuscule, donc la variable x. Ce qui est la grande différence, c'est la variable, c'est une valeur inconnue. Les données sont des valeurs connues. Donc j'ai une variable, prenons l'âge. Donc je veux étudier l'âge de ce groupe-ci, des étudiants en bac, ou des étudiants ici dans le cours. Et je vais me poser, quel est l'âge moyen de cette population d'étudiants? L'âge, la caractéristique que je vais étudier, c'est la variable, âge de la personne, mais je n'ai pas de données. Je n'ai pas de données avant que je vous demande de me donner vos âges. Et donc là, à ce moment-là, je passe à une base de données, j'aurai vos âges, ou pour un échantillon de vous, les âges, et là, j'aurai des valeurs exactes qui seront, disons, entre 20 et 24, 25. Non? Plus que ça. Voilà. Disons entre, pour être sûr, 18 et 60. Là. Mais donc la grande différence, la variable, c'est la variable. C'est la caractéristique en global qu'on veut étudier. Dès qu'on va demander les valeurs exactes, on passe aux données. Pour les variables, il y a différents types. Logiquement, on aura les variables qualitatives. Et à côté, il y aura des variables quantitatives. Donc les variables qualitatives sont les variables qui prennent une valeur qui n'est pas numérique. Donc normalement, ce sont des catégories, des classes de réponses. Par exemple, il y a quelques exemples là. Le sexe, homme-femme, ou homme-femme-autre, à ce moment-là. L'université du bachelier, Liège, Bruxelles, je ne sais pas où, n'importe. Un taux d'appréciation. Donc souvent, vous aurez des sondages, des questionnaires. J'apprécie bien, j'apprécie un peu, j'apprécie pas, vraiment pas. Donc tout ça, il y a des variables qualitatives. Donc là, les réponses, les données que nous allons collecter sont des classes, des catégories. En soi, ce sont des variables ou des valeurs pas numériques, catégorielles. Mais ce qu'on fait souvent, c'est si on veut les encoder, on va les transférer quand même en valeur numérique. Donc par exemple, homme-femme, je vais encoder ça 0 pour homme, 1 pour femme, puisque le logiciel pourrait travailler avec. Mais vous devez garder en tête que pour les variables qualitatives, ce ne sont pas vraiment des valeurs, donc ça n'a pas de sens par exemple de prendre une moyenne, car ça ne correspond à rien. Donc une variable qualitative, c'est vraiment une variable qui a comme valeur, comme réponse, des classes, des catégories, et donc des classes distinctes. Il y a, bon, je vais dire quand même, il y a deux sortes de variables qualitatives. Il n'y a pas jour. Donc, vous avez les variables nominales et les variables ordinales. Il n'y a pas vraiment il n'y a presque pas de différence. Oui. Si vous pourriez regarder, car j'ai emprunté un PC de quelqu'un d'autre. Donc la variable nominale, la variable ordinale. Si on sait
ordonner les classes, on parle des variables ordinales ou des variables qualitatives ordinales. Donc s'il y a un ordre naturel, donc par exemple, si j'ai un taux d'appréciation, je peux les ordonner de le plus mauvais vers la meilleure. Donc je pourrais mettre, je suis très insatisfait, neutre, satisfait ou très satisfait. Je vais le mettre dans cet ordre naturel. Une variable nominale, par exemple homme-femme, il n'y a pas d'ordre naturel. Donc j'ai deux catégories, mais il n'y a pas une catégorie qui est meilleure que l'autre. Donc c'est une distinction qu'on pourrait faire dans les variables qualitatives. Donc la distinction nominale-ordinale, mais pour tout ce qui est traitement de ces variables, il n'y a pas grand-chose qui change. Donc les représentations graphiques ou les analyses se passent de même manière. La seule chose, c'est que si j'ai une variable ordinale, je vais le mettre dans l'ordre croissant. Et c'est la seule chose qui change. Donc tout ce qui est analyse, ce qui est interprétation, il n'y a pas de différence entre les deux variables ou les deux types de variables. Donc on va les considérer comme des variables qualitatives. Dans tout ce qui suit, on ne va pas vraiment faire la distinction entre les deux. Mais comme ça, vous savez qu'il y a, même dans les variables qualitatives, il y a deux groupes, les ordinales et les nominales. Et la deuxième type de variable, les variables quantitatives. Donc quantitatives sont les variables qui ont une valeur numérique, donc qui prennent des valeurs numériques. Et là, il y a vraiment deux types. Il y a les variables discrètes et les variables continues. Grande différence entre les deux. Les variables discrètes, je peux lister toutes les options. Donc je peux vous dire, pour une variable discrète, j'ai cette et cette et cette et cette valeur comme option. Donc comme valeur que je peux mesurer ou observer. Donc ils peuvent ou elles peuvent prendre qu'un nombre dénombrable de valeurs. Le nombre pourrait encore être infini, mais je peux lister toutes les options. Donc par exemple, si je regarde le nombre d'enfants dans une famille, c'est une variable discrète qui prend des valeurs en Belgique entre 1 et 6 probablement. Peut-être il y a quelques-uns qui ont plus d'enfants, mais c'est une variable discrète avec un nombre limité de valeurs possibles. Donc j'ai 0 enfant, 1 enfant, 2 enfants, etc. jusque, je ne sais pas ce qui est le max, mais disons que ce ne sera pas plus que 15, je pense. Par contre, une variable quantitative, là, je n'ai pas cette possibilité de vous donner toutes les options. Donc, une variable quantitative pourrait être la taille d'une personne. La taille d'une personne ou d'un adulte, disons que c'est compris entre 140 cm et 270 cm, à peu près. Donc je pense que l'homme le plus grand mesurait 262, je ne suis pas sûr, quelque chose comme ça. Mais donc là, j'ai un intervalle d'options et je pourrais prendre n'importe quelle valeur dans cet intervalle. Donc quantitatif, l'âge. Donc l'âge est une variable quantitative qui peut prendre des valeurs de 0 jusqu'à 100 et un peu. Nombre de frères et de sœurs, tout ce qui est des variables d'énumération des valeurs. Variable quantitative, le poids, la taille, etc., etc. Donc là, discrète, je peux faire une liste de toutes les options. Continue, j'ai un nombre infini, mais pas dénombrable d'options. Donc j'ai un intervalle d'options possibles et je pourrais rencontrer chaque option dans l'intervalle. Petite remarque pour poids et taille.
si vous me dites pas la poids, bah, c'est vraiment, ou la taille, est-ce que c'est vraiment une variable continue? Bah oui, mais on va le discrétiser quand même un peu. Donc si je demande la taille à une personne, bah, je ne vais pas mesurer jusqu'au dixième ou centième d'un centimètre près, je vais demander la taille en centimètres. Donc je fais une sorte de discrétisation de la variable. Donc je vais avoir des variables qui sont 170 cm, 171 cm, etc. Mais en théorie, si j'ai un instrument de mesure qui est plus précis, je pourrais avoir n'importe quelle valeur dans l'intervalle. Donc c'est une variable continue, mais bah, vu la mesure de l'obtenir, de mesurer cette valeur, on aura des valeurs qui seront discrétisées, qui seront... il y a des petits sauts entre les valeurs. Donc comme une variable discrète, mais on va le traiter quand même comme une variable quantitative continue, car il y a trop d'options pour vérifier tout. Donc, important de savoir la différence entre les types de variables, car le type de variable va influencer quelle analyse qu'on doit faire. Donc l'analyse, si c'est graphique ou numérique, l'analyse va dépendre de la type de la variable. Et donc si j'ai une question scientifique que je vais répondre, bah, j'aurai une population d'intérêt. Une population, c'est l'ensemble de toutes les personnes ou les individus. C'est peut-être, oui, les individus, c'est mieux, sur lesquels on pourrait collecter les données. Donc la population, c'est à ce côté-ci. La population, c'est l'ensemble de toutes les personnes, tous les individus, tous les sujets qu'on pourrait utiliser pour obtenir mes données. Donc j'ai un certain caractéristique que je veux investir. Disons, je veux savoir la taille des étudiants à l'Université de Liège. Bah, la population, ce sont tous les étudiants qui étudient à l'Université de Liège. Donc c'est vraiment la globalité de toutes les personnes que je pourrais demander de me donner leur taille. Oui. Et après, il y a l'échantillon qui est lié. Donc, population, si je veux ou si je vais collecter les données sur toute la population, on parle d'un recensement. Ce qui, bah, ça se passe presque plus jamais. Donc, un recensement, c'est vraiment regarder toute la population et demander leur valeur pour la variable d'intérêt à chacun individuellement. J'ai mis irréalisable pour la plupart du temps, pour raison ou contrainte d'argent, de temps, oui, je ne sais pas quoi. Donc je sais, si je vais regarder la population belge, bah, je ne vais pas demander à tous les 11 millions de personnes de me donner leur taille. D'abord, ça va me prendre trop de temps. Je ne sais pas si j'ai les sous pour passer à chaque maison et demander. Je ne sais pas si je sais atteindre toutes les personnes pour avoir les données. Donc, je sais, bah, la plupart du temps, ce n'est pas possible de faire un recensement. Et ce qui est encore à ce niveau-là, c'est le paramètre. Et là, j'aurais dû changer un peu l'ordre. Voilà. Population. Donc j'ai un paramètre, c'est ce qui m'intéresse, ou c'est une valeur qui va décrire une caractéristique de la population. Donc un paramètre se trouve au niveau de la population
et il va me dire quelque chose sur la population. Donc par exemple, j'ai la population des étudiants de l'Université de Liège. Je veux connaître quelque chose sur cette population, disons la taille moyenne des personnes. Donc la taille moyenne de toutes les étudiants à l'Université de Liège, ça va être un paramètre. Et ce paramètre sera caractérisé par la variable. Donc, ce que j'aurai, j'ai une population, j'ai une caractéristique qui m'intéresse sur cette population, ça me donne la variable, par exemple, la population des étudiants, la variable, la taille des étudiants, ce que je veux connaître, c'est la taille moyenne, donc le paramètre, c'est la taille moyenne de tous les étudiants à l'université. De nouveau, inconnu la plupart du temps. Pourquoi? Car on n'a pas les données pour toute la population. Donc pour connaître la valeur exacte d'un paramètre, je devrais parler à tout le monde dans la population pour leur demander la taille. Et vu que je ne vais pas faire un recensement, je n'aurai pas toutes les tailles de toute la population et je n'ai pas la valeur exacte du paramètre. Encore une remarque là sur population. Donc population, les exemples que j'ai pris jusque maintenant, c'est souvent des personnes. La population pourrait être n'importe quoi qui m'intéresse. Donc ça pourrait être des animaux, des lacs, les arbres, les light bulbs, la lumière, le truc là. Donc je pourrais par exemple regarder la durée de vie pour une lampe. À ce moment-là, ou pour un certain type de lampe, la population, c'est l'ensemble de toutes les lampes qui sont produites dans une certaine usine de ce marque-là. Donc, une population, c'est vraiment une notion très générale qui n'est pas nécessairement liée à des personnes. Donc, c'est la population des sujets, des objets que nous intéressent. Ça pourrait être des personnes, ça pourrait être des choses. Donc, c'est la globalité de tous les individus, tous les sujets, tous les objets que je pourrais utiliser pour obtenir des valeurs concrètes. Donc c'est ce que j'ai dit un peu. Donc population, l'ensemble des étudiants suivant ce cours. Là, c'est facile, j'ai 24 étudiants qui sont là. Donc même là, il n'y a pas un recensement qui est possible car officiellement vous êtes à 29. Mais bon, disons pour une taille comme ça, je pourrais demander toutes les tailles. Donc la population c'est vous. Je pourrais demander vos tailles. J'aurai toutes les valeurs. Et donc je peux calculer exactement le paramètre, la taille moyenne des étudiants dans ce bachelier ou dans le master ou dans ce cours ou n'importe. Si ça devient plus grand, si je vais regarder la population européenne, belge, n'importe, là, je ne sais pas utiliser la population même, et donc je dois ressortir à un échantillon qui va me donner une idée de la population. Autre exemple, population, prenons l'ensemble des personnes habitant en Europe. Que se passe-t-il? Que se passe-t-il? J'ai déjà dit, la population est trop grande, je ne vais pas arriver à contacter tout le monde, j'aurai jamais toutes les tailles, donc j'aurai jamais la valeur exacte du paramètre. Donc, plupart du temps, là, tout ça c'est inconnu. Ou au moins la valeur exacte est inconnue. Donc la variable x, donnée x. Il y a un autre problème, et on va revenir là-dessus aussi, c'est la définition des personnes habitant en Europe. Donc si je définis une population, je dois la définir assez rigidement ou assez délimité. Je dois vraiment savoir ce qui est une personne habitant en Europe. Est-ce que c'est une personne qui vraiment habite en Europe?
Est-ce que c'est un Européen? J'inclus les étrangers qui habitent en Europe ou pas. Comment je définis l'Europe? Si je regarde l'Eurovision Song Festival, bah, l'Israël chante aussi, mais bon, ce n'est pas un pays européen quand même. Il entre dans l'Eurovision Song Festival. Même chose pour le foot, il y a la Turquie. Bah, la Turquie, c'est un pays européen, je vais le prendre avec ou pas, car il y a une toute petite partie de la Turquie qui se trouve dans l'Europe, mais 90% de la Turquie se trouve en Asie. Donc je dois vraiment définir ce qui constitue l'Europe et, dans ce cas aussi, ce qui constitue habiter. Donc là, si je parle d'une population, je dois vraiment définir exactement ce qui constitue cette population-là. Mais donc là, la population, c'est inconnu. Et donc, ce que je vais faire à ce moment-là, je ne vais pas regarder la population, mais je vais prendre un échantillon. Donc, un échantillon sera une petite partie de la population, sont des étudiants ou des personnes pour lesquelles je vais demander la valeur de la variable. Et à ce moment-là, je peux calculer ce que nous appelons une statistique qui va donner une approximation du paramètre. Donc un échantillon, c'est un sous-ensemble d'individus sur lesquels on peut effectivement collecter des données. Donc ce sont des personnes, des lampes, des arbres que je vais vraiment utiliser pour obtenir les données. Le fait d'obtenir les données, c'est un échantillonnage ou un sondage, l'action de collecter les données. Et après, je calcule une statistique. Donc c'est une valeur qui décrit une caractéristique de la population. Donc par exemple, j'ai la population, variable x, la taille, et je veux connaître la taille moyenne. Le paramètre pour la taille moyenne, on verra plus tard noté par mu, c'est la valeur moyenne que je calcule si j'aurais toute la population. Là, à côté, j'ai la statistique x bar. X bar, c'est la moyenne de mon échantillon. Et donc, là, le paramètre mu, il est inconnu. Je vais essayer de trouver une approximation, une estimation en utilisant l'échantillon et donc en utilisant la statistique x bar. Donc à gauche, tout ce qui est inconnu, tout ce qui est théorique. À droite, là, ce sont des valeurs réelles, ce sont des valeurs effectives qu'on a observées et qu'on sait interpréter et analyser. Donc le but de statistique, c'est de dire quelque chose au niveau de la population, mais en utilisant l'échantillon. Donc je vais regarder l'échantillon, je vais faire l'analyse sur l'échantillon, regarder les résultats, et après je vais essayer d'utiliser ces résultats pour dire quelque chose au niveau de la population même. Oui. Par rapport au définir la moyenne de la variable, est-ce que c'est pas compris comment on fait une moyenne de la variable? Ce n'est pas vraiment la moyenne de la variable, c'est la moyenne de la population. Donc là, tu auras la population, ce sont toutes les personnes. La variable, c'est quelque chose qui nous intéresse, c'est la taille. Si je veux calculer le paramètre, la taille moyenne, ce que je devrais faire, c'est regarder toute la population, demander toutes les tailles et calculer la moyenne. Ce qui est impossible en théorie, même en pratique. Et donc là, c'est un paramètre qui nous intéresse. Je voudrais connaître la taille moyenne de toute la population, mais je ne la connais pas. Et donc c'est une valeur inconnue. Et je vais estimer cette valeur par la statistique. Mais donc là,
pour le calculer, c'est pas vraiment possible. Bah, pour l'exemple, oui. Donc c'est un paramètre. Il y a d'autres paramètres, mais pour une moyenne, si le paramètre est la moyenne de la variable, on utilise le mu et on utilise x bar pour la moyenne des données, ou petit x bar. Même. On va revenir sur la notation exacte et tout ça. Donc normalement, s'il y a un paramètre, on va utiliser des lettres y pour les indiquer et des lettres normales, des lettres de l'alphabet latin pour tout ce qui est connu. Et donc pour passer à un échantillon, je dois faire l'échantillonnage, je dois définir comment je vais choisir les personnes, les objets, pour inclure dans l'échantillon, et je vais après collecter les données. Pour l'exemple là, on a la population des personnes vivant en Europe. Si je prends comme échantillon vous, est-ce que c'est un bon échantillon? Et pourquoi pas? Pardon? Pourquoi pas? Oui, ça n'inclut pas toutes les classes d'âge, donc c'est vraiment un cible d'âge assez spécifique. Ça n'inclut pas toutes les nationalités et tout ça. Donc l'échantillon, si je vais vous demander la taille, ce n'est pas vraiment un bon échantillon. Même chose, si je regarde les personnes qui font du sport, et je vais me concentrer, je veux connaître la taille moyenne des personnes qui sont sportives, définies d'une manière ou d'une autre, et je regarde surtout les clubs de basket, ce ne sera pas représentatif non plus, car souvent ce sont les personnes plus grandes que les autres, et donc la moyenne que je vais calculer, donc la statistique x bar, ça ne va pas donner une bonne approximation de la population, ou la variable dans la population. Donc dès qu'on a cet échantillon, qu'est-ce qu'on sait faire avec? On pourrait ou on va faire la statistique descriptive d'un côté, statistique inférentielle de l'autre côté. Descriptif, c'est ce que le nom dit, c'est décrire ce qui se trouve dans la base de données. Donc j'ai mes données, qu'est-ce que je vois sur ces données, qu'est-ce qu'ils me disent, sans faire faire des conclusions là-dessus. Donc résumer et présenter les données observées dans un échantillon. Donc j'ai mes données, j'ai une table de données pour un nombre n, donc j'ai n personnes, n individus que j'ai observés. Si j'ai 10 personnes, je peux regarder la table. Je sais encore interpréter la table un peu, mais dès que j'ai 100 000, 10 000 personnes, ça devient ingérable de regarder toutes les valeurs séparément. Donc là, à ce moment-là, je veux résumer les données qui se trouvent dans la base de données et je vais les résumer d'une manière graphique. Donc je vais faire des graphiques pour voir comment la distribution est exactement dans l'échantillon, comment les valeurs sont distribuées, et je vais les résumer numériquement. Donc je vais essayer de trouver quelques statistiques, quelques valeurs qui vont donner de l'information sur les données. Par exemple, la moyenne, par exemple, l'écart type ou une autre forme de dispersion autour de la moyenne. Statistique descriptive, décrire, c'est tout. Statistique inférentielle, là, ce que je vais faire, c'est essayer d'utiliser l'échantillon, donc l'échantillon qui est un sous-ensemble de la population, pour dire quelque chose au niveau de la population. Donc je veux généraliser les valeurs que je trouve dans l'échantillon. Donc là, l'échantillon me donne une valeur pour la statistique. Je vais utiliser cette valeur de la statistique ou la valeur de la statistique pour dire quelque chose sur la paramètre dans la population.
Euh, Naturellement, il y a des risques qui sont liés, risques d'erreur. Car là, si je prends un échantillon, disons que j'ai une population, disons même une population limitée de 100 ou 10 000 personnes, et je prends un échantillon de 10 personnes. Ben, pour avoir un bon échantillon, normalement, on va prendre les personnes aléatoirement. Donc, je vais prendre plic-ploc des personnes de la population totale et leur demander, disons, leur âge. Donc, j'aurai 10 personnes de 1000 personnes qui me donnent leur âge, qui me permettent de calculer l'âge moyen. Ben, si je veux répéter l'expérience, je vais recommencer avec un autre échantillon. Donc, je vais de nouveau prendre 10 personnes de 1000. Mais la chance que l'échantillon est exactement le même que le premier, c'est presque nul. Donc à chaque fois que je répète l'expérience, j'aurai un autre échantillon. Et donc, si j'ai un autre échantillon, j'ai aussi une autre valeur pour la statistique. Donc il y a toujours une variabilité dans les données de la base de données et donc aussi dans la valeur que j'observe dans l'échantillon. Donc l'âge moyenne, là, si je prends 2, 3, 4 échantillons, l'âge moyenne, la chance que c'est le même que je calcule, c'est presque nul. Donc il y a une variabilité et je dois tenir compte de la variabilité qui est introduite par sélectionner les personnes aléatoirement. Donc là, à ce moment-là, je dois dire que j'ai trouvé une valeur x bar, une valeur de, disons, âge moyenne de 24,3, ou basé sur mon échantillon. Et si je veux généraliser, donc je pourrais dire, dans la population, l'âge moyen est de x bar, mais il y a une chance que ce n'est pas exactement x bar, mais des valeurs autour. Donc, ce qu'on va dire là, c'est utiliser l'x bar pour obtenir des valeurs plausibles pour le paramètre. Donc, on va définir un intervalle de confiance avec des valeurs plausibles. C'est une option. Donc, d'abord, on fait une estimation ponctuelle et on va l'élargir. On va passer d'une valeur observée vers un intervalle de valeurs qui seront plausibles dans la population. Je pourrais aussi faire des tests pour obtenir ou tirer des conclusions sur la population. Donc, je pourrais faire des tests, par exemple, pour voir est-ce que dans la population, l'âge moyen est plus grande que 40. Donc, à ce moment-là, je vais prendre l'échantillon, je vais utiliser cette valeur-là pour définir un test d'hypothèse qui va me permettre de répondre à la question que j'ai posée sur le niveau de la population. Donc là, oui, c'est un peu lié quand même. Là, donc, inférentiel, c'est utiliser l'échantillon pour dire quelque chose sur la population, mais toujours tenant compte du caractère variable, du caractère aléatoire de l'échantillon. Et tout ça deviendra plus clair quand on le fait, vraiment. Donc, statistique descriptive, j'ai les étudiants, j'ai pris un échantillon, disons les 10 personnes parmi les 1000, ça me donne la taille moyenne à 1,70 m. C'est vraiment une valeur fixe, une valeur que je peux donner. Là, au vu de l'échantillon, il y a 95% de chances que la taille moyenne des Européens soit comprise entre 1,65 m et 1,85 m. Donc je vais utiliser que je trouve, bon, ce sont deux exemples différents, mais ce que je trouve dans l'échantillon, et je vais dire, cette valeur d'1,70 m, c'est une valeur approximative, et j'ai un certain nombre de valeurs autour de cette valeur qui pourraient être aussi plausibles, vu que quand je prends un autre échantillon, je trouve une autre valeur. Donc, inférentiel, je vais utiliser que je vois dans l'échantillon pour tirer une conclusion sur le niveau de la population. Donc, les étapes pour répondre à une question statistique.
on a déjà discuté là-dessus. On doit bien définir la population d'intérêt. Donc c'est une étape où c'est assez important. Donc si je parle de la population européenne, comment je définis la population européenne? C'est l'Europe géographique, l'Europe politique. Par exemple, si je considère qu'une partie de la Turquie se trouve en Europe, je vais inclure ces personnes de la Turquie. Je ne vais pas inclure, car c'est un pays qui est plus part en Asie. Je vais inclure toute la Turquie. Donc je dois vraiment définir que la population européenne constitue pour cette question-là. Donc c'est pas une autre personne pourrait avoir une autre idée et faire une autre analyse. Mais si vous avez une question scientifique, vous devriez vraiment définir la population pour moi, pour cette question, c'est ça. Et vous devez vraiment délimiter ce qui constitue la population. Donc, la Europe politique sportive, donc comme par exemple le foot, je vais prendre les personnes d'une nationalité européenne, où j'inclus les personnes qui habitent en Europe, mais qui ont une autre nationalité. De nouveau, là, si je regarde la taille, en moyenne, les Asiatiques sont plus petits que les Européens. Si je regarde la taille moyenne d'Europe, est-ce que je veux inclure les Asiens, les Asiens? Asiens, oui, ceux. Est-ce que je veux les inclure dans mes calculs ou pas? Ou je veux vraiment avoir une valeur pour les personnes européennes, d'origine européenne? Donc ce sont parfois des choses difficiles ou des choix qu'on doit prendre avant qu'on va constituer l'échantillon. Donc on doit savoir la population d'intérêt avant qu'on sait continuer avec le reste. Après, on va se poser la question. Donc j'ai cette population, j'ai ma question scientifique, qu'est-ce que je veux obtenir ou quelles questions je voudrais répondre basées sur la population. La question pourrait être simplement une estimation. Donc, quelle est la valeur plausible pour la population? Et je peux le définir à partir de l'échantillon. Donc, c'est ce qu'on a dit là. Je prends l'échantillon qui devrait être représentatif pour la population. Je prends la donnée, je prends la statistique, ça me donne une valeur. Et après, je calcule l'incertitude sur cette valeur. Et ça va me donner un intervalle de confiance qui est associé au paramètre mu. Donc, je pourrais dire, par exemple, la taille moyenne, comme on a vu le slide précédent, la taille moyenne, basée sur mon échantillon, la valeur plausible pour la taille moyenne de la population, il se trouve entre 165 et 185. Donc là, c'est une estimation, je veux donner des valeurs plausibles. L'autre option, c'est un test d'hypothèse. Là, je veux tirer une conclusion. Donc j'ai une certaine idée. Par exemple, je pense que la taille moyenne est plus grande que 1,70 m. Est-ce que c'est vraiment vrai ou pas? Et donc, je vais utiliser l'échantillon pour vérifier que l'hypothèse que j'ai en tête, c'est une vraie hypothèse ou pas. Et donc, c'est une procédure visant à déterminer s'il convient de remettre en cause, au vu des données collectées dans l'échantillon, une hypothèse a priori concernant la population, blablabla. Donc, c'est la même chose. J'ai la population, j'ai une idée sur cette population, et je veux vérifier si cette idée est vraie. Je prends l'échantillon, je prends la statistique, après je fais un test d'hypothèse basé sur cette statistique-là, et là, je pourrais dire, et de nouveau, je le dis avec un certain degré de confiance, car caractère aléatoire, je ne suis jamais à 100% sûr ce qui se passe sur le niveau de la population. Je suis 100% sûr ce qui se passe dans l'échantillon, mais vu que je généralise vers la population, il y a toujours
le caractère aléatoire, il y a toujours l'incertitude sur les résultats que j'ai. Et donc là, je vais dire l'hypothèse que j'ai en tête, sur un certain niveau, 95% de confiance par exemple, l'hypothèse est vraie ou l'hypothèse n'est pas vraie. Donc je vais tirer une conclusion basée sur l'échantillon, mais au niveau de la population. Donc, de nouveau, l'exemple, la taille moyenne. Si je veux savoir la taille moyenne, je définis la population européenne, première étape. Je vais donner la bonne définition de la population. Je prends l'échantillon et je fais une estimation ponctuelle de la taille moyenne. Donc, mu, la taille moyenne, c'est une valeur fixe mais inconnue. C'est la valeur qu'on aurait obtenue si on avait mesuré toute la taille des personnes. Là, j'ai la statistique X bar qui me donne une idée de la taille moyenne basée sur l'échantillon. Et je vais dire dans quel intervalle a-t-on 95% de chance de trouver une taille moyenne. Donc, je vais dire ou je vais donner à ce moment-là les valeurs les plus plausibles. Donc, si je prends un échantillon, à ce moment-là, j'ai 95% de probabilité, 95% de chance que la valeur que je trouve pour la moyenne se trouve dans cet intervalle-là. Donc on va revoir, on va voir la définition exacte d'intervalle de confiance dans les autres chapitres. Mais donc l'idée là, c'est qu'on cherche un intervalle pour valeur plausible, tel que si je prends un échantillon, j'ai 95% de probabilité, de chance que la valeur que je calcule est vraiment une valeur plausible pour ou au niveau de la population. Test d'hypothèse, de nouveau sur la taille moyenne de la population. Je suppose ou je prends l'hypothèse qu'il est plus grand qu'1,60 m. Donc pour une test d'hypothèse, on va toujours avoir deux hypothèses. On aura l'hypothèse nulle, indiquée par H nul, l'hypothèse alternative HA, et je vais faire un test je vais faire un test pour le paramètre. Donc, par exemple, là, je crois que la moyenne est plus grande qu'1,60 m. Donc, ce que je veux démontrer, ce que je veux, ou ce que je pense qu'il se passe, on le met dans l'hypothèse alternative. Et si ça ne se passe pas, on le met dans l'hypothèse nulle. Et on va voir les détails plus tard. Donc on va voir pourquoi on met égal et pas plus petit. C'est pas oui. Ce que tu veux. Donc moi j'ai l'habitude de mettre HA. Il y a d'autres qui mettent H1. Donc les deux notations sont utilisées. Et donc là, je vais utiliser l'échantillon. Donc je vais utiliser la taille moyenne de l'échantillon pour vérifier laquelle des deux hypothèses est le plus plausible. Donc laquelle des deux hypothèses on va garder et l'autre on va rejeter. De nouveau, caractéristique aléatoire, donc il y a toujours une chance de se tromper. Donc on pourrait dire, basé sur l'échantillon, je décide de garder l'hypothèse nulle. Je pourrais me tromper à cause du caractère aléatoire, qu'en réalité c'est plus grand, mais que je ne trouve pas dans l'échantillon. Il y a toujours une chance pour avoir une décision incorrecte. Ce qu'on va faire, c'est de limiter cette chance-là, et on va le garder plus petite, normalement de 5 ou 10%. Mais tous les détails viendront plus tard. Dès que j'ai ça, j'ai ma population, j'ai la question laquelle que je veux répondre. À ce moment-là, ce qui me reste, c'est je dois trouver ou je dois collecter mon échantillon. Donc là. Donc, on parle de recensement quand les données sont collectées sur tous les individus. En réalité, ça ne se passe plus. Ça se passait dans le temps pour les recensements nationaux où on allait
demander à toutes les personnes quel est votre revenu, etc., etc. Mais ça ne se passe plus maintenant. Et on ressort à des échantillons. Et donc, on va utiliser un sondage ou un échantillonnage pour obtenir des données. Logiquement, la validité, la qualité des analyses, ils vont dépendre de la qualité des données. Donc, l'échantillon doit être représentatif pour la population. Donc, je dois vraiment collecter les données d'une manière que les données que je collecte, c'est vraiment représentatif pour la population totale. Donc, qu'on dit parfois, c'est un échantillon doit être une petite copie de la population. Donc, si dans la population, j'ai 50% d'hommes, 50% de femmes, dans l'échantillon, je dois avoir à peu près la même répartition. Si j'ai différentes tranches d'âge dans la population, et je veux inclure toutes les tranches d'âge dans la population, je dois faire la même chose pour l'échantillon. Donc, un échantillon doit être représentatif pour la population, donc elle doit avoir les mêmes caractéristiques en global. Et donc, l'analyse ou la qualité de l'analyse va dépendre des données que nous avons observées ou mesurées, de la qualité des données, et aussi de la façon dont l'échantillon est collecté. C'est difficile parfois, mais pour un échantillon, on va essayer d'inclure. Normalement, ce qu'on fait, c'est la population et on donne à tout le monde une chance égale pour être inclus. Donc, disons qu'on a une population de 10 000 personnes. Je veux sélectionner 1000 personnes aléatoirement. Je vais prendre aléatoirement des... Donc, je disais, je vais numéroter 1, 2, 3, jusqu'à 10 000. Et aléatoirement, je vais prendre des valeurs. Il y a des programmes qui le font automatiquement, mais pour être vraiment aléatoire, c'est difficile. Donc, on aura une version d'un échantillon aléatoire, mais à 100% aléatoire, c'est presque impossible d'arriver, mais on va supposer que c'est vraiment aléatoire. Oui. On peut par exemple faire une étude sur une population de 1000 personnes. Moi, je décide par exemple de prendre un échantillon de 20 et l'autre prend un échantillon de 50, l'autre prend 100. Mais on va tous interpréter les résultats sur toute la population, disons sur les 1000 personnes. Oui. Et personne n'aura tort parce qu'on va interpréter. Si vous avez fait l'analyse, personne n'aura tort. Mais l'analyse correctement, non, mais c'est vrai. Il y a des formules pour déterminer la taille de l'échantillon ou un taille minimum de l'échantillon pour trouver un certain effet. On va en revenir, mais oui, c'est comme tu dis. Si je prends 20 personnes ou 50%, ce que je peux retrouver comme effet minimal sera différent. Et donc, c'est un peu à voir ce que tu voudrais trouver. Donc, sur quel niveau de précision tu veux travailler, et basé sur ça, surtout sur ça, tu pourrais déterminer un échantillon ou une taille d'échantillon minimale. Oui. Mais normalement, on va voir la formule dans les cours qui vont venir.
La plupart du temps, ouais, c'est ce que j'ai dit, la plupart du temps, ça doit se faire de manière aléatoire. Donc tous les individus ont une chance identique d'être choisis. Et après, comment on va choisir, c'est une autre question. Mais c'est un peu à voir du type d'échantillonnage on va faire. Mais normalement, pour faire aléatoirement, il existe des programmes qui pourraient vous aider à faire aléatoirement. Donc si ils vont sélectionner le plus aléatoirement possible que programmable des individus sur la totalité. Donc j'ai introduit par exemple, j'ai 10 000 personnes, je dis au programme, sélectionne-moi 100 personnes de ces 10 000, et après je vais contacter les 100 personnes ou je vais leur envoyer une enquête et tout ça. S'ils répondent ou pas, on ne sait pas, mais l'échantillonnage, là, à ce moment-là, je vais envoyer l'enquête à ces 100 personnes qui sont sélectionnées de manière aléatoire, et après on doit voir ce qu'on reçoit de retour pour analyser. Mais donc on doit éviter de faire une sélection qui est systématique, qui n'est pas aléatoire. Donc si, par exemple, je vais revenir, mais je vais le dire maintenant, si j'ai la population sont les étudiants de l'Université de Liège, je veux prendre un échantillon. Ce que je ne peux pas faire, c'est rester ici sur le campus et demander aléatoirement aux étudiants sur ce campus-là leur taille, leur âge, leur je ne sais pas quoi, car je ne vais pas inclure tout le monde. Donc si je reste ici, je vais arriver à obtenir une idée de la population d'Arlon, mais pas de la population globale de l'université. Donc à ce moment-là, tous les étudiants doivent avoir une probabilité identique d'être sélectionnés. Et donc à ce moment-là, ce que je dois faire, c'est plutôt leur contacter par mail. Donc l'université a tous les noms, a tous les mails. Ils vont sélectionner aléatoirement des étudiants de la globalité des étudiants et après ils vont les contacter. Donc je ne vais pas me mettre ici à la cafétéria et regarder qui sort et leur demander, leur poser des questions. Même chose pour c'était quoi l'autre exemple? Même si tout le monde ou le campus se trouvait sur une location, je veux connaître la taille, c'est la plus facile. Si je me mets sur un endroit, je commence à parler aux étudiants, à un certain moment, à un certain endroit, j'ai beaucoup de chances de rencontrer des étudiants d'une certaine filière, par exemple, car leur cours se finit justement et ils sortent tous. Et donc là, je vais avoir 10 personnes d'une certaine filière et aucune personne d'une autre filière. Donc, si on fait un échantillage, c'est vraiment important de bien réfléchir comment on sait contacter toutes les personnes d'une manière identique, d'une manière que chaque personne a une probabilité identique d'être sélectionnée. Et donc là, on doit éviter ce qu'on appelle une sélection systématique, où on va, parfois, on peut penser que nos critères de sélection sont aléatoires, mais ils ne sont pas nécessairement. Car tu ne sais pas si je me mets à la cafétéria, il y a 3 cafétérias au campus, je vais me mettre à un, je ne passe pas par les autres, je vais plutôt arriver à obtenir des valeurs pour un certain cible d'étudiants, mais pas pour les autres. Donc je dois vraiment trouver une manière vraiment objective ou globale pour atteindre tout le monde. Donc déjà dit, il est bien nécessaire de définir correctement la population, c'est la première partie. Planifier correctement l'échantillonnage et peut-être on doit faire un pré-sondage. Ce qui se passe parfois, c'est on a une idée de population, on a une idée de questions et comment faire un échantillonnage. On fait un petit pré-sondage, donc on interroge 10 ou 15 personnes pour voir que les questions que je veux poser, qu'ils sont pertinents ou pas. Et bon, si à ce moment-là, je vois qu'il y a
des problèmes, je peux encore modifier avant de commencer le sondage même. Donc c'est toujours plus sûr de faire de cette manière-là pour corriger que faire autrement, car si je fais un sondage sur 1000 personnes, je vais investir du temps, je vais investir de l'argent. Si après je trouve que je n'ai pas posé la bonne question, bah, tout le boulot que j'ai fait, c'est du boulot inutile. Je dois jeter tout et recommencer. Donc à ce moment-là, c'est vraiment important de bien réfléchir sur ce qu'on veut poser comme question, comment on va poser la question, où, etc. Donc c'est là, bien définir les modalités du sondage, vérifier que l'échantillon est représentatif, donc que tout le monde de la population que je veux poser la question ou que je pourrais observer la mesure, le caractéristique, bah, que tout le monde pourrait être inclus. Une taille convenable, donc on peut calculer une taille minimum. Méthode convenable pour effectuer le sondage, donc par exemple je vais contacter tout le monde par mail, je ne vais pas me mettre sur une position et pas bouger, des choses comme ça. Après on a les données, on doit les mettre en forme base de données. Donc la base de données normalement se passe de cette manière-là. On met les individus sur la ligne, donc une ligne par individu, une colonne par variable, donc on pourrait regarder plusieurs caractéristiques ou demander plusieurs caractéristiques au même moment. À ce moment-là, on aura plusieurs variables. Le nombre de variables est souvent indiqué par P, le nombre d'individus par N. Et donc là, j'aurai un tableau qui a sur la première ligne, voilà, les valeurs des variables pour la première personne. Donc j'ai individu 1, variable A pour être l'âge, donc j'ai l'âge de la personne 1, j'ai la taille de la personne 1, le poids de la personne 1 et la pointure de la personne, je ne sais pas, quelque chose d'autre. Mais donc comme ça, j'aurai une base de données qui sera représentée par, si je le fais en termes mathématiques, par une matrice, qui aura P colonnes, une colonne par variable, et N lignes, une ligne par individu. Donc important de ne pas mélanger les lignes, donc une ligne par personne, et bah, le nom de la variable doit être unique, logiquement, autrement on se perd dans tout. Et aussi essayer de donner des noms représentatifs ou des noms explicatifs. Et donc pas variable A, c'est V1, V2, V3, c'est la variable l'âge, la taille, le poids et tout ça. Ça facilite la vie pour vous et pour ceux qui veulent après revoir ou voir vos analyses. Donc la manière de le mettre en forme base de données, bah, vous pouvez le faire avec le logiciel que vous voulez. Souvent c'est en Excel et après on fait une exportation en CSV, en TXT, on importe. Ce qui est important, on ne va pas modifier nous-mêmes les données qu'on voit. Sauf s'il y a une erreur qui est explicable, modifiable, on va garder les valeurs aberrantes dans les données. Donc je pourrais avoir pour la taille, j'ai une taille, ce que je disais avant, 170, 165, 55, etc., etc. Là, j'ai une taille qui est 2,62 m. Je ne vais pas le modifier, je ne vais pas l'effacer non plus, je vais le garder dans la base de données. C'est une valeur que j'ai vraiment observée ou mesurée, donc je dois l'inclure, même s'il paraît aberrante vis-à-vis des autres variables ou vis-à-vis des autres valeurs, je vais le garder dedans. Je ne vais pas, ou je ne vais rien faire avec. Je vais après reporter que j'ai cette valeur aberrante et je vais décrire
je vais aussi réfléchir pourquoi ça pourrait être. Mais normalement, je ne change pas. Le seul fois qu'on pourrait changer dans la base de données, bah, si on sait que c'est vraiment une faute. Donc j'ai, même chose, mais j'ai la taille en mètres. Donc j'ai 1,70, 1,65. Et là, je vois qu'il y a une valeur 155. Donc il n'y a pas de décimale là. Je peux dire, bah, ce sera 1,75. C'est une erreur de frappe. Je vais corriger. Ça, on peut le faire. Mais des valeurs qui paraissent aberrantes, mais qui sont vraiment observées, on doit les inclure, on doit les garder dans la base de données. Pour les valeurs qui paraissent aberrantes, est-ce qu'il ne reste pas le droit pour faire une analyse particulière? Parfois. On doit voir. Normalement, on les garde dans les analyses, mais il y a des analyses qui sont plus robustes que d'autres. Donc, il y a des analyses qui vont tenir compte du fait que c'est une variable ou une valeur aberrante. Il y a d'autres qui vont l'inclure. Oui. Donc là, si tu vas regarder une tendance centrale, comme tu dis, la moyenne même, il va être atterri par cette valeur-là. Si tu prends le médian, ce n'est pas le cas. Donc il y a des choses différentes à faire. Parce que pour nous, on ne va pas vraiment voir des analyses spécifiques, on va se contenter avec voir des analyses de base. Et donc là, ils sont souvent basés sur la moyenne. Et donc ils vont tenir compte ou ils vont être un peu attirés vers cette moyenne. Il y a d'autres, il y a des tests non paramétriques qui se basent sur la médiane ou une autre statistique qui sont plus robustes pour des valeurs aberrantes. Mais en soi, c'est une valeur réelle, c'est une valeur qui pourrait être observée et donc on pourrait l'inclure quand même. Et en plus, si j'ai un échantillon de 100 personnes, il y a une valeur aberrante, il y a une influence, mais l'influence ne sera pas géante non plus. S'il y a une première colonne avec les noms des individus, par exemple, est-ce que ça va influencer s'il y a une colonne là avec le nom des individus, de chaque individu, Oui. auquel on attribue des données comme ça, Oui. est-ce que ça dans l'analyse Non, tu veux dire que là j'ai ces personnes 1, 2, 3, 4, etc. Donc normalement on ne va pas garder le nom même, mais bon, je pourrais avoir le nom de la personne. L'analyse, au moment que je fais l'analyse, je vais dire je sélectionne cette colonne-là comme variable. Donc j'ignore quand même la première colonne. Je vais prendre les colonnes dont j'ai besoin pour faire l'analyse. Donc il n'y a pas d'influence ou pas de problème que ça inclut. Aussi là, si tu le mets en Excel, tu as comme ça. Si je le mets après en R, il va le mettre comme ça et j'aurai un tableau. Si vous le faites n'importe correctement, j'aurai un tableau avec les noms dans le heading et les individus là. Mais le tableau même, c'est la partie intérieure. Donc, si j'ai un tableau Excel comme ça, je l'importe de manière correcte en R, je vais déjà ignorer la première colonne et la première ligne qui vont devenir les headers pour la colonne et la ligne. Et donc, j'aurai seulement la valeur à l'intérieur du base de données. Guide de bonne conduite. On aura la base de données, on le met en Excel. Gardez toujours une copie des données originales. Comme ça, vous pouvez toujours revenir aux données originales si, par hasard, quelque part, vous vous trompez, vous effacez quelque chose ou
il y a quelque chose qui se passe avec les valeurs et vous ne retrouvez plus les valeurs d'origine, gardez une copie de la base de données originale, gardez une trace de tout ce que vous faites, donc créez un log. J'ai fait ça, j'ai modifié de telle manière. Par exemple, j'ai transformé mes variables avec une transformation logarithmique. Expliquez aussi pourquoi j'ai fait cette analyse, etc. etc. Et comme je dis, choisir des noms explicites pour les variables et pour la modalité des variables catégorielles. Et faites un document à côté qui va expliquer tout ça. Donc là, les variables, je ne vais pas nommer les variables V1, V2, V3. Je vais dire que c'est âge, poids, taille, etc. Si j'ai des catégories de base, je vais dire le sexe homme-femme. Je pourrais inclure homme-femme dans le tableau, dans la base de données. Je pourrais aussi dire 0,1. À ce moment-là, sois sûr de documenter que 0 correspond à homme ou à femme et vice-versa. Donc, que c'est clair, si vous faites un encodage numérique des catégories, que c'est vraiment clairement décrit quelle catégorie correspond à quelle valeur. Après, décrire et résumer. Donc, première étape, toujours, même si on va faire des tests après, la première étape, c'est toujours la statistique descriptive. Donc, qu'est-ce qui se trouve dans la base de données? Qu'est-ce que je peux observer et comment je peux le décrire? Donc, on va créer des graphiques, comme là, c'est l'histogramme, qui va donner une idée de la distribution des données. Donc, comment les données sont distribuées. Si je prends la taille, quelles sont les valeurs des tailles plus observées que d'autres, quelles sont les valeurs le plus récurrentes, etc. Et donc, vous aurez ou vous verrez une certaine distribution des données qui va dépendre de la variable qu'on regarde. Et après, on va essayer de décrire cette distribution avec quelques valeurs numériques. Donc, pour les deux exemples-là, bas à gauche, on voit qu'il y a presque une distribution symétrique. Ce n'est pas exactement symétrique, mais à peu près. Le centre de la distribution se trouve autour de 0, probablement. Il y a un seul pic, et après ça diminue. Donc, je pourrais dire quelque chose sur la tendance centrale. Donc, les paramètres qu'on va regarder, c'est la tendance centrale. Donc, où se trouve le centre de la distribution. Et on va définir pour ça la moyenne, la médiane et le mode. On va dire quelque chose sur la dispersion. Donc, comment les données sont distribuées, sont reparties autour du centre. Donc, ça va regarder, si j'ai le centre, quelle est l'étendue ou l'écart entre cette valeur centrale et les observations que j'ai. Et on va dire quelque chose sur la forme. Est-ce que c'est une forme symétrique? C'est unimodal, donc un seul pic, il y a plusieurs pics, des choses comme ça. Et donc on va utiliser des paramètres, donc des paramètres de tendance centrale, paramètres de dispersion et paramètres de forme qu'on va regarder dans le cours ici. Une autre distribution, donc l'histogramme de nouveau, la fréquence sur l'axe vertical, là, il y a clairement une différence. Là, les valeurs les plus observées sont les petites valeurs, et après ça diminue. Donc là, j'ai des valeurs plus petites qui sont plus souvent observées que les valeurs plus grandes. Là, c'est une distribution qui est clairement pas symétrique, qui va suivre à peu près une courbe exponentielle. Donc, il descend et après, il s'aplatit. Quand même, il y a un seul pic encore. Mais là, c'est probablement un pic qui est causé par le caractère aléatoire. Donc, si je fais un échantillon plus large, je vais avoir une tendance exponentielle, donc une tendance qui se diminue comme ça. Et donc là, je ne vais pas voir quelque chose comme ça avec un petit pic là. Ça pourrait être, c'est toujours possible, mais le plus logique, c'est que c'est exponentiel. Et donc on va essayer de décrire
le comportement des données d'une manière graphique, interprétation de ces graphiques. Donc, qu'est-ce qu'on sait voir là-dessus? Comment on peut, comment on va créer les graphiques? Quel graphique on va utiliser dans quel cas? Et on va le décrire. Donc, je vais le décrire en utilisant des valeurs de résumé pour tendance centrale, tendance de dispersion, etc. Donc, tendance centrale, j'en ai parlé, donc moyenne, médiane et mode qu'on va faire. Dispersion, on va avoir l'écart type et la variance. Il y a encore d'autres, mais on ne va pas parler beaucoup là-dessus. S'il y a une dépendance spatio-temporelle, on doit aussi le reporter. Donc, si j'ai récolté mon échantillon, je dois décrire comment j'ai fait. Donc, je dois vraiment décrire, j'ai fait comme ça, j'ai fait la mail, ou je me suis posé à cette heure-là, à cet endroit. Après, je suis allé à endroit B de 9 à 10, de 10 à 11, j'étais à cette position-là. Donc là, à ce moment-là, il y a peut-être une dépendance spatio-temporelle. Donc, je n'ai pas su collecter toutes les données sur tous les endroits au même moment. Et donc, ça pourrait être qu'il y a une dépendance. Donc, si je vais regarder des personnes, je cherche un bon exemple, si je passe au shopping, dans le week-end, il y a beaucoup plus de personnes que dans la semaine où les personnes doivent travailler. Et donc, il pourrait être qu'à ce moment-là, si je vais le lundi, les personnes que j'interroge sont plutôt les vieux qui sont pensionnés, tandis que si j'y vais le samedi, ce sont les jeunes qui ont un jour de libre. Donc là, on doit décrire comment on fait l'échantillonnage et aussi réfléchir de l'effet que cette manière de collectionner les données pourrait être. Tendance centrale, dispersion, valeur extrême, donc on doit les décrire. Donc si j'ai des valeurs extrêmes comme la taille extrême, on pourrait dire j'ai remarqué que les valeurs se trouvent globalement entre 165 et 195. Par contre, j'ai une valeur aberrante. C'était une personne de 2,62 m. Mais bon, c'était vraiment une personne que j'ai vue et il avait vraiment cette taille-là. Donc on doit le décrire, mais on ne va pas les modifier dans la base de données. Et on doit aussi voir est-ce qu'il y a une interaction entre les variables. Donc, si j'ai une base de données, j'ai plusieurs variables, donc variable A, B, C. Je dois aussi voir s'il y a un lien entre les variables. Est-ce qu'il y a une variable qui influence une autre variable, oui ou non? Et le cas échéant, on doit tenir compte de cette corrélation entre les variables aussi dans nos analyses statistiques. Est-ce que juste dire que pour la valeur aberrante, juste dire que le milieu de cette personne, est-ce que ça justifie le fait qu'il y a cette valeur? Est-ce qu'il n'y a pas un autre critère qui a fait que, par exemple? Pas vraiment. Tu as pris un échantillon aléatoire, donc tu as donné des probabilités identiques à tout le monde d'être sélectionné. C'est une valeur que tu as observée, donc c'est une valeur réelle que tu as vue. Donc tu dois l'inclure dans l'analyse. Mais tu dois quand même reporter que c'est le cas pour que les gens peuvent voir pourquoi la moyenne est si haute, par exemple. Ou pourquoi la moyenne est un peu plus haut qu'on a pensé de voir. Mais tu ne peux pas l'exclure car c'est vraiment une variable ou c'est une valeur que tu as vraiment observée. Donc c'est pour ça que dans l'analyse ou l'analyse descriptive, on va voir s'il y a des problèmes ou il y a des valeurs aberrantes. S'il y a des valeurs aberrantes, ce que vous pouvez faire, c'est vraiment regarder c'est quelle valeur, il sort d'où, et est-ce que c'est une valeur que j'ai observée ou c'est une faute de frappe ou une autre faute d'encodage. Si c'est une faute d'encodage, vous pouvez le corriger. Mais si c'est vraiment une valeur observée, mesurée, on doit le garder dedans. Donc, ce que j'ai dit aussi au début, la représentation des données, ça va dépendre de la type de données. Donc, si j'ai une variable qualitative avec des catégories, je ne vais pas faire la même représentation que les variables continues, par exemple. Donc, je vais choisir une autre méthode de
représentation, cependant le cas. Et après, on va répondre à la question. Donc, statistique descriptive, décrire l'échantillon et qu'est-ce qu'on voit dans l'échantillon. Statistique inférentielle, j'ai cet échantillon-là, j'ai observé ça dans l'échantillon. Comment ça se reporte à la population? Donc, qu'est-ce que ça veut dire pour la population? 4 étapes, objectif, modèle, méthode, résultat. Donc, quel est l'objectif? Quelle est la question que je vais répondre? Donc, je vais vraiment poser la bonne question pour avoir la réponse correcte. Ça semble logique, mais quand même, il y a beaucoup de fautes qui sont faites là-dessus. Donc, qu'est-ce qu'on veut savoir exactement et sur quoi on se base? Donc, quelle est la question? Quel est le contexte? Donc, le contexte, souvent, c'est quelle est la population que je vais définir. Établir un modèle statistique, ça correspond à comment je vais traduire cette question que j'ai en mathématiques. Comment je peux le vérifier d'une manière mathématiquement. Donc, quelles sont les valeurs que j'ai? Quelle est la statistique ou le paramètre dont j'ai besoin? Qu'est-ce que je veux tester là-dessus? Et comment je vais le faire d'une manière mathématique. Après, je vais définir la démarche. Donc, j'ai cette question, j'ai ce modèle-là. Je vais faire cette analyse-là, car c'est une variable continue et je veux connaître la moyenne. Donc, je vais faire un test T. Des choses comme ça. Donc, comment je vais résoudre le problème. Après, j'ai fait l'analyse, j'ai un résultat qui ressort. Je réponds à la question. Donc, ça a l'air tout simple. C'est aussi assez tout simple, si vous avez un peu d'expérience là-dessus. Et donc, à ce moment-là, si j'ai la réponse à la question, donc j'ai fait l'analyse, je dois aussi reporter ce que j'ai trouvé. Donc, présenter et interpréter les résultats. Donc, présenter et interpréter pour stat descriptif, il n'y a pas beaucoup d'interprétation. Ce sont des résultats factuels, car c'est ce que je vois sur l'échantillon. Donc là, c'est vraiment, j'ai un échantillon, j'ai 100 personnes, j'ai observé ça, la moyenne est 2. Il n'y a pas grand-chose d'interprétation là-dessus. Et donc là, on va décrire d'une manière résumée ce qui est dans la base de données. Pour la statistique inférentielle, là, on doit tenir compte du fait qu'un échantillon, c'est toujours obtenu par hasard. Si je répète l'expérience, j'aurai un autre échantillon, j'aurai d'autres observations, d'autres valeurs. Et donc, je pourrais avoir un résultat qui est légèrement différent. Et donc, je dois généraliser ce que je vois dans l'échantillon pour donner une réponse sur le niveau de la population. Donc, c'est toujours la même chose que je répète, mais c'est quand même assez important de connaître la différence entre l'échantillon et la population et le lien entre les deux. Donc là, les résultats sont entachés d'une incertitude liée à cette extrapolation. Donc, je vais dire, j'ai trouvé ça sur... je vais donner un exemple. Donc, j'ai trouvé, par exemple, une valeur moyenne de 170 cm, mais l'intervalle de confiance l'intervalle de confiance avec une confiance de 95% est l'intervalle 165-175. Donc, je vais donner ce que j'ai trouvé dans l'échantillon, mais je vais aussi donner l'incertitude ou le niveau d'incertitude et toutes les valeurs plausibles. Pour une estimation, pour un test, même chose. Donc, pour le test, j'ai trouvé que, basé sur mon échantillon, la vraie valeur de la taille moyenne de la population est 160 cm. Donc, j'ai rejeté l'hypothèse nulle avec un niveau de significance de 95%, de 5%, c'est l'autre, et une valeur P qui était 0,003 ou quelque chose. Donc là, je vais donner
d'une manière résumée, d'une manière succincte, l'analyse que j'ai faite et les résultats qui sortent. Et c'est la slide prochaine. Oui. Mais je vais faire de deux manières. Donc, je vais faire d'une manière statistique. Donc là, je reporte les valeurs que j'ai trouvées. Donc, je rejette l'hypothèse nulle. Je trouve, ou j'ai rejeté avec une valeur P de 0,05. Et je vais aussi traduire ça en langue normale, disons. Donc, je vais formuler une réponse à la question scientifique aussi. Donc, je vais dire que la taille moyenne, basée sur mon échantillon, la taille moyenne de la population est plus large que 160 cm avec un niveau de confiance de 95%. Donc, je vais donner un résultat statistique, je vais donner un résultat langue normale, disons, pour les personnes qui vont lire votre rapport. Donc, voilà, le graphique et la table doivent représenter fidèlement les données. On ne peut pas embellir les graphiques. On va voir quelques exemples plus tard des graphiques qui sont changés un peu pour embellir. Donc, les tables doivent inclure tout. Tu dois utiliser la bonne unité, les bons axes et tout ça. Et les résultats doivent refléter fidèlement les résultats statistiques. Donc là aussi, on ne peut pas faire ce qu'on appelle en anglais du cherry picking. Donc je ne peux pas... Il y a différentes formes. Je ne peux pas prendre un échantillon et si le résultat ne me plaît pas, prendre un autre échantillon et recommencer jusqu'au moment que le résultat me donne que je voudrais avoir. Donc je ne vais pas faire ça car à ce moment-là, c'est plus aléatoire. C'est vous qui décidez, je veux voir ça et je répète jusqu'au moment que je le vois. Ce n'est pas vraiment une analyse honnête ou objective. De même manière, c'est aussi la raison pourquoi on ne peut pas enlever les données, la base de données, car de nouveau, c'est vous qui faites la sélection à ce moment-là, et la sélection n'est plus aléatoire. La table graphique doit fournir l'information. Donc, si vous donnez un tableau ou un graphique, on doit être capable de lire, d'interpréter ce tableau, ce graphique sur soi, sans regarder la texte qu'il y a à côté. Donc si vous donnez un graphique, vous donnez les axes, les unités, l'axe horizontal c'est l'individu, l'axe vertical c'est la taille qui est mis en centimètres et tout ça. Donc là vous devez mettre une légende et des explications nécessaires dans cette légende pour que le graphique soit interprétable sur soi-même. Bon, on va fournir uniquement l'information nécessaire. Donc je sais, si j'ai une base de données, je peux vous fournir 1000 tables et graphiques. Ce n'est pas nécessaire d'avoir autant de tables ou autant de graphiques. Si j'ai une seule question scientifique, je veux avoir des graphiques qui sont utiles, qui sont nécessaires pour cette question scientifique, mais pas la reste. Donc on va se concentrer sur ce qui est demandé et pas ajouter des choses qui vont compliquer l'interprétation. Ah oui, là, il y a les exemples là déjà. Donc, communication de presse, il y était une grève à l'SNCB, je pense, le 13 avril en gris et le 18 avril en mauve. Et on voit où ils disent le taux de grévistes en milieu de matinée s'établit à 19,84%. Donc c'est le chiffre qui est mis là. Et ils donnent ces deux graphiques-là. Taux de participation à la grève à gauche le 13 avril, à droite le 18 avril. Et là, il y a une répartition, donc exécution, maîtrise et cadre. Donc il y a une répartition entre les différents niveaux des grévistes. Qu'est-ce qui pourrait être problème avec ces graphiques-là? Comment? De quelle manière? Oui,
c'est une partie du problème. Bah, la taille d'échantillon, c'est pas vraiment nécessaire dans ce cas-ci. Car on pourrait dire, mais on devrait peut-être être un peu plus spécifique, mais là, sur les cheminots devant travailler aujourd'hui le taux de grévistes. Donc, on pourrait supposer qu'on a vérifié tout le monde. Donc, normalement, ils doivent pointer quand même. Donc, tu sais s'ils sont au boulot ou pas. Donc, tu auras les données pour tout le monde. Donc, disons que on a les données pour toute la population des personnes qui travaillent à la SNCB. Donc, la taille de l'échantillon n'est pas vraiment importante. C'est la population, mais ça devrait être un peu plus explicite, peut-être, oui. Mais le problème, surtout, c'est lié à l'échelle. Mais là, si vous regardez le graphique taux de participation, ben vous avez l'impression que le taux a diminué fortement. Si tu regardes le bar mauve est moins que la moitié du bar en gris, tandis que les valeurs sont 22,5 et 19,84. Donc la décroissance, la diminution n'est pas si forte qu'ils veulent faire apparaître par ce graphique-là. Donc là, ce qu'on devrait faire normalement, bah, à gauche, on ajoute l'échelle, donc comme ça, on pourrait plutôt voir les valeurs. Ça, c'est la même chose que le premier, ce qu'ils ont reporté, c'est le gris et le bleu. Mais ce qu'on devrait montrer, c'est là. On devrait commencer à partir de 0. Et comme ça, vous avez un vue plus réaliste de la différence. Comme ça, vous voyez que la différence, c'est pas si grand que ça. Donc, si je vous montre ça, et vous regardez, la première idée, c'est bon, c'est moins que la moitié que la première fois, tandis que il y a 2% de moins. Donc, ce n'est pas vraiment une représentation honnête de la diminution du taux. Par contre, à droite, là, ils l'ont fait de manière correcte. Ils ont pris vraiment le bar d'une hauteur qui correspond à le pourcentage actuel ou effectif. Donc à droite, ça c'est bien, mais à gauche, c'est assez trompeur pour interpréter. Même chose ici. Donc intention de vote européen en 2019. J'ai Jordan Bardella, Nathalie Loiseau, François-Xavier Bellamy. Est-ce qu'il y a un problème ou pas? Oui. Laquelle? Toujours avec l'échelle. On a l'impression que la diminution n'est pas bonne. On voit les chiffres plus grands qui sont plus bas par rapport. Oui. Donc là, la deuxième, Nathalie, elle a un pourcentage de 21,5%, tandis que la barre apparaît d'être plus large que le premier. Là, ce n'était pas le but, mais c'était un mauvais choix qu'ils ont fait. Car le bar, c'est le bar colorié. Et donc, si tu regardes le bar colorié, c'est 23% et 21%. Donc, le bar colorié représente le pourcentage et c'est une représentation assez accurate. Mais ce qu'ils ont fait, c'est ajouter le truc là en noir qui a un effet trompeuse. Oui. Oui, l'autre a 2 chiffres et tu as le virgule et le troisième chiffre qui vont élargir ce bar en noir. Donc, ce qui était mieux, c'est de mettre dans le bar colorié ou à côté, mais pas le lier au bar coloré. Quand même, il y a une petite faute là-dessus. Si vous regardez effectivement les barres qu'on devrait calculer ou on devrait dessiner, tu as là, c'était 23%, le 21,5%. Donc, bleu foncé, mauve. Mais le 15%, ce bar-là, il est trop grand. Donc, les 2 premiers barres
correspondent vraiment à 23%, 21%, mais 15%, si tu regardes la longueur du bar, c'est trop long relativement aux autres bars. Donc là, le bleu devrait être plus court. Et donc, si vous voyez des représentations graphiques dans la presse, soyez toujours conscient qu'ils les aiment faire d'une manière de passer le message qu'ils veulent passer, disons comme ça. Donc, soyez toujours critique sur ce que vous voyez dans la presse ou ce que vous voyez partout. Donc, ça se passe dans la presse, ça se passe aussi dans la science. Il y a toujours des chercheurs qui vont embellir les choses un peu ou qui ne reportent pas tout et donc qui vous donnent des informations incomplètes ou trompeuses. Donc ici, l'utilisation journal peut bien avoir l'intention d'appliquer les modèles. Pardon? Donc, dans le sens que vous parlez, est-ce que celui qui fait passer ce message peut bien avoir l'intention d'appliquer les modèles? Bah, oui. Et, oui, mais là, cette partie-là, je ne pense pas que c'est fait par exprès. Donc, le choix des barres noires, c'est un mauvais choix de la personne, je pense. Donc là, je ne pense pas qu'il y a des intentions mauvaises. Par contre, les républicains, bah, ils ne sont pas aussi... la barre devrait être plus petite. Donc, c'est possible qu'ils pourraient quand même avancer un peu les républicains par montrer qu'il n'y a pas une grande différence. Si vous votez sur les républicains, ben on sait fermer le trou ou la différence. Donc là, il y a plutôt un problème avec la barre des républicains. Mais le noir, c'est un mauvais choix. C'est vraiment un mauvais choix de représentation, probablement sans intention maligne. Donc, en résumé, on doit définir la population d'intérêt. Bah, on doit se poser la question, une question concrète. Donc, la question doit être bien définie. Donc, pas vraiment une question vague, car c'est la question qui va déterminer l'échantillon qu'on doit prendre, comment on va faire l'échantillon et tout ça. Après, on doit collecter les données, mettre en forme la base de données, sont les étapes préliminaires. D'écrire, donc stat descriptif, statistique inférentielle, répondre à la question, faire un reportage. Donc on va... Oui. Oui, c'est bien. Et recommencer. Donc la dernière partie, recommencer. Si on a les résultats, souvent, on voit des choses dans les données qui pourraient mener à d'autres questions, des questions différentes ou plus affinées. Et donc à ce moment-là, si j'ai une autre question basée sur les résultats, je dois recommencer. Donc je ne peux pas réutiliser la base de données que j'ai. Je dois vraiment recommencer à partir de la définition de la question et l'échantillonnage. Donc un échantillon, une expérience pour une question, et on ne va pas la réutiliser après pour d'autres choses. Et donc c'est la même chose. Donc on a le paramètre fixe inconnu, on va l'approximer par la statistique. La statistique, on obtient à partir de l'échantillon qu'on prend de la population. Donc à gauche, inconnu, ce qu'on voudrait dire quelque chose dessus, on va utiliser l'échantillon pour tirer des conclusions ou pour obtenir des valeurs de la population. Voilà.